J'aurais pu faire mieux, franchement. D'un point de vue purement carriériste, c'est sûr que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et tu te sens riche? Euh... Salut Daryl, Salut Mounir. du coup québécois d'origine mais installé en France depuis 25 ans. maintenant. 25 ans, Ouais. voilà, donc tu es quasiment français, tu as 59 ans, tu t'es construit une discipline financière tardive, tu vises une retraite précoce dans 16 ans du coup, à 75 ans, c'est ça? Faut y réfléchir quand on est jeune, quoi. Ouais, exactement. Voilà, C'est vrai ça. qu'on a eu beaucoup de profils Voilà. plutôt, on va dire, jeunes. Là, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Patrimoine brut 211 000 euros. Tu es propriétaire d'une résidence principale avec une hypothèque. Tu as 126 000 euros d'immobilier. Tu as pas mal investi en bourse en réalité. On va Ouais, regarder c'est ce que t'as l'essentiel. fait. Ouais, c'est l'essentiel. Des autres investissements, on va regarder ça, du cash. Patrimoine net, donc il y a de l'emprunt aussi sur ton immobilier. Et donc on voit que là c'est vraiment la bourse qui prime. Note Finari 79 sur 100. On va regarder où tu perds des points. Du coup, ton profil, âge, presque 60 ans. Alors 60 ans, pas encore, mais 60 ans le jour de la sortie de cette vidéo. Exactement. Ce sera ton anniversaire. Exactement. Ce qui est un hasard, je viens de l'apprendre. Tu n'as pas d'enfant, tu nous l'as dit, tu es venu en France il y a 25 ans. Pourquoi tu as décidé d'émigrer en France? En fait, j'étais dans une société qui allait être revendue au Canada, donc j'ai mis mon CV à disposition en précisant que j'étais prêt à travailler à l'international et j'ai eu une offre d'une société qui travaillait dans les deux pays pour venir travailler à Paris. Et donc ça c'était il y a 25 ans et depuis pas de regrets, t'as pas non. envie de repartir? Non, effectivement, je suis plutôt bien. J'aurais pu repartir, mais bon, les opportunités ont fait que je suis resté. Et aujourd'hui, avec le recul, tu dirais que c'est quoi les grandes différences que toi t'observes entre le Canada et la France d'un point de vue professionnel ou aussi d'un point de vue investissement? Alors c'est très difficile d'y répondre parce que quand j'étais au Canada, j'ai travaillé pour des structures petites. Dès que je suis arrivé en France, j'ai travaillé pour d'immenses structures, BNP Paribas, des grosses banques, des gros clients. Donc déjà, pour moi, ça a été le jour et la nuit. Et donc, j'ai aucune idée de l'ambiance de ces structures-là au Canada. Donc, j'ai travaillé pour des petits employeurs, moins de 500 personnes, quoi, en gros. Donc, non, c'est très difficile pour moi de comparer. L'argent, l'investissement, c'était un sujet dont tu parlais avec tes parents à l'époque? Ça n'a jamais été un sujet, hormis avec moi-même. J'ai eu quelques réflexions fugaces dans ma vie, dont je me souviens encore aujourd'hui de manière précise, mais c'est venu tout seul. Je n'avais que moi pour discuter de ces sujets-là. Je me souviens du jour où j'ai découvert les intérêts composés, par exemple. Okay. C'était il y a 40 ans et je saurais me replacer à l'endroit exact où j'ai découvert ça. J'avais l'impression d'avoir découvert la boîte de Pandore, sauf que je l'ai pas ouverte. Tu l'as regardé et après tu l'as refermé. Ouais. Du coup, tu nous disais, tu as bossé pour des grands groupes, tu as toujours été consultant du coup. Du coup, les revenus, 3 700 euros net par mois, ça varie, ça changeait de mission en mission ou comment ça... Non, ça tourne autour de ça. Là, j'ai mis environ parce qu'il y a les tickets resto, il y a les trucs. Il y a des petits avantages à droite à gauche. Parfois, il y a des primes, il y a des choses. En gros, on tourne autour de ça. Là. Et ça, tu considères que c'est un bon salaire? J'aurais pu faire mieux, franchement. Là, c'est amplement suffisant pour mes besoins. Franchement, je vis très très bien avec ça. Voilà, d'un point de vue purement carriériste, c'est sûr que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais comme j'étais pas carriériste. Ok. Et tu te sens riche? En tout cas, je me sens très tranquille et calme depuis que je n'ai plus de dettes et que je suis assez mobile, on va dire. Donc ça, c'est une forme de richesse que je privilégie. Mais non, je vois que je ne suis pas riche, mais ça va. Il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Non, aucune. Tu nous dis que ton objectif, c'est un patrimoine clair et renforcé avant 70 ans. Dans 10 ans, tu veux construire un patrimoine financier solide, donc tu veux monter de 60K en gros à 300K. Un gros jump. Ouais, c'est ça. Donc c'est presque une multiplication par 10 là. Ce qui me paraît énorme. Par 8, c'est big. En net là, oui, c'est ça. Ah oui, sur ton patrimoine, tu veux dire, c'est un gros jump. Favoriser la simplicité plutôt que la complexité. Compte tenu de mon niveau actuel, je tends vers ce type d'allocation. Là, c'est si on me demandait aujourd'hui comment tu ferais, ça ressemblerait peut-être un peu à ça, avec peut-être une variation sur l'immobilier papier que je n'ai qu'en assurance vie aujourd'hui. Quand j'ai découvert ce produit-là il y a 3-4 ans, ou 5 ans, ou 4 ans, quand un conseiller en gestion de patrimoine m'en avait parlé, je disais, c'est génial ce truc, je vais mettre tout mon argent là-dedans, mais bon, c'était avant de savoir que ça rapportait pas tant que ça. Et qu'il y avait du risque aussi, évidemment. Et qu'il y avait éventuellement du risque. Mais bon, ça pourrait ressembler à ça, effectivement. Et du coup, 50% sur les ETF mondiaux, donc MSCI World, j'imagine, ou peut-être S&P 500. Je suis assez S&P 500, des ETF européens, les Eurostoxx. Investi dans les actions canadiennes? Je l'ai fait sur mon compte IBKR. Ah oui, le MSCI Canada. Ouais, c'est ça, MSCI Canada. Tu as National Bank of Canada. La Banque nationale, Fortis, entreprise d'énergie. Alimentation Couche-Tard.
Donc, ce sont les entreprises canadiennes que j'ai pris. L'ETF canadien va chercher pas mal de bancaires et d'énergie également. Donc, j'ai arrêté d'acheter des actions individuelles et Tu préfères les ETF? Ouais, en fait, au départ, j'ai acheté essentiellement des actions et là, j'ai vu avec les graphiques Finari qu'à un moment, j'étais à 60% d'actions pour 40% d'ETF. Et sachant que, surtout là, avec les deux années qui viennent de passer, je me suis rendu compte que finalement, j'avais ni le temps ni l'énergie de suivre les actions et tout ça. Et donc, t'as beaucoup de comptes là. Donc, voilà. Et donc, j'ai basculé vers les ETF et je me dis que j'attendrai plus tard d'avoir un peu plus de temps pour refaire l'investissement en actions au besoin. Parce que je comprends le besoin de suivre ces investissements. Là, j'ai un peu tendance à les acheter et à me dire c'est comme un lingot, tu le gardes et tu le vends jamais. Alors que c'est pas la bonne approche à mon avis pour les actions. Donc, les actions, faut suivre. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je les ai gardés. Je les ai pas revendus. J'en ai revendu, mais très peu, pour repayer un ETF derrière. Donc, pour l'instant, je suis concentré sur les ETF depuis un an. Là. On va regarder en détail ce que tu fais. Du coup, stratégie, avancer de manière disciplinée en laissant de la place à l'imprévu. Volontairement simple et prudente par manque de certitude depuis plusieurs années. Rupture conventionnelle récente, tu me le disais juste avant qu'on commence à tourner. Avenir professionnel encore flou. Là, aujourd'hui, tu as encore besoin de travailler? Ce serait mieux, d'un point de vue financier. Si vraiment je trouvais plus jamais de travail, je saurais m'en sortir. Mais ce serait un peu short. Ouais, c'est un peu short. J'ai quand même des rêves qui demandent à être financés, donc on va essayer de trouver des revenus intéressants. Mais là, ce qui est intéressant avec ce conventionnel-là, c'est d'essayer d'aller vers des projets qui sont beaucoup plus passion qu'autre chose. Donc on va essayer de déclencher quelque chose. Et ce serait quoi, par exemple, un projet passion? Déjà d'être autonome, donc ça pourrait être entrepreneur sous une forme ou sous une autre, mais ça pourrait même être un commerçant. Tu vois. Je pourrais tomber sur un commerce qui m'éclate. Il y a 15 ans, j'aurais pu vouloir devenir serrurier ou cordonnier, ça m'aurait plu. Là, c'est un petit peu tard, mais peut-être que je tomberai sur un commerce qui sera à vendre ou sur lequel je flasherai et que je prends. Ça pourrait être ça. Hein. Je peux développer des passions assez soudaines. Mais bon, l'indépendance, si tout ça sous-tend un peu d'indépendance, un peu de liberté, c'est pas mal. Mais bon, le voyage à vélo, des choses comme ça. Il y a des projets. J'avais vu une vidéo de quelqu'un qui était chirurgien cardiaque et plombier sur son temps libre. C'était assez génial. C'est super ça. C'est vraiment le grand écart, quoi. Ça, c'est inspirant. Je construis une base solide qui pourra suivre n'importe quel scénario. Je serre les dents, je reste discipliné, je garde mes options ouvertes, j'adapterai au fil de l'eau les investissements en fonction de la situation, donc en fonction de ta recherche de travail. C'est un peu l'aspect couteau de survie dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'essaie de faire en sorte que les différents supports que j'ai pourraient me servir dans une situation ou dans une autre. Donc tu veux être prêt. Tu nous as mis ton cash flow. Du coup, comment ça s'oriente? Donc j'investis pas mal quand même. Je l'ai simplifié. Là, je suis un peu à entre 30 et 35% d'investissement. Un peu plus si on considère mon hypothèque comme un investissement. Donc j'ai presque 2200, 2300 euros qui vont direct au patrimoine. Et tout le reste, c'est un peu les dépenses qui sont assez mensualisées pour la plupart. Il y a juste sur la nourriture où je budgète rien. Il faudra peut-être que je commence à le faire, mais j'ai pas tendance à le faire parce que j'ai pas trop besoin. Et puis c'est le côté un peu chiant du truc là. J'aime bien. T'as pas envie d'être surcontraint, quoi. C'est ça. C'est une contrainte qui est un peu forte pour moi de prévoir et budgétiser la bouffe. J'ai un peu de passion et pas envie. Et c'est intéressant, pourquoi tu mets 120 euros sur ton PEA alors que tu mets 240 euros sur le premier CTO, puis 240 euros sur un deuxième CTO, puis 200 euros sur une assurance? C'est quoi la logique? Alors au départ, j'ai commencé avec l'assurance vie. Et donc assez rapidement. C'est celle-là, c'est le Vie Plus, ok. Et avec des frais élevés, je pense d'ailleurs. Donc assez, je pense. Donc au départ, j'ai mis 500 euros par mois et je n'avais que ça, mais assez rapidement, ça m'a frustré parce que je voyais 368 de frais. Aïe, ça fait cher. Hein. Et là, gagné de 57 000 euros sur 30 ans. Je ne veux pas te déprimer, mais là, je pense qu'il y a une optimisation. Et donc, tu disais que tu as commencé avec l'assurance vie. En fait, j'ai commencé avec ça, donc j'ai mis 500 euros par mois au départ. J'ai dû mettre 2 ou 3 000 au lancement, avec un conseiller qui m'a coûté 500 euros, donc ça fait des frais en plus. Et évidemment, il m'a conseillé que là-dessus et pas sur le reste. Moi, quand j'ai cherché un conseiller en gestion de patrimoine, j'espérais être un peu guidé sur l'ensemble, mais non, ça a été que pour me vendre ça. Donc là, pour l'instant, peut-être que je suis encore en syndrome de Stockholm, mais j'ai pas fermé le truc. Je l'ai un peu constitué parce que comme j'ai pas de transmission officielle, je voulais être sûr d'assurer un certain coussin pour une personne proche qui est bénéficiaire. Et là, j'ai atteint ce coussin qui est là. Donc à la limite, je pourrais l'arrêter complètement ou alors la revoir, mais je l'ai déjà arbitré là il y a quelques mois. J'avais une autre liste de produits. J'ai fait
enlevé des trucs qui me plaisaient pas et donc j'ai réduit de 500 à 200 par mois pour passer les fonds ailleurs en fonction d'une situation qui s'est présentée cette année. Et peut-être que là, en fait, déjà, ce que tu pourrais faire, c'est arbitrer sur des ETF, parce que là, c'est vrai que c'est très cher, hein, tu vois. Donc, ce serait de remplacer ce qui est remplaçable là-dedans par des ETF en continu. Non, sur l'assurance vie, tu pourrais garder en assurance vie. Ah, d'accord. Tu pourrais arbitrer vers des ETF. Si c'est pas possible d'arbitrer vers des ETF, je pense qu'il faut mieux fermer cette assurance vie, parce qu'à la longue, tu as vu, le manque à gagner, il est monstrueux. Hein. Ok. Donc, une question que je peux leur poser, c'est de voir ce qui peut être mis en ETF là-dedans. Donc, s'ils te disent il n'y a pas d'ETF, voilà, c'est simple. Tu peux prendre tes clics et tes claques, tu peux aller ailleurs. Parce elle n'a pas encore ses 8 ans, mais bon, je peux la laisser. Ouais, travailler. En fait, tu peux attendre 8 ans, tu vois, au pire, mais en fait, déjà, c'est que sur la plus-value, l'avantage. Il y a un petit calcul à faire, il faudra faire une optimisation. Et du coup, tu as 2 comptes titres. Ouais, j'ai dû en ouvrir plus au départ, mais là, les deux avec lesquels je reste. 4, 5. Ouais, l'épargne salariale, c'est un accident de parcours qui a démarré il y a 1 an ou 2, qui va s'arrêter tout de suite, donc finalement, il n'y a pas grand-chose. Et j'avais ouvert chez Trade Republic, je pense, en premier, et j'ai arrêté de contribuer à Trade Republic. Donc là, en quelque part, ça peut devenir aussi une épargne de sécurité. Ouais. Donc je le ferme pas, je le vends pas, il fait son travail tout seul, mais je l'alimente plus. Et mes 2 préférés, c'est IBKR et DEGIRO, où là, j'ai tendance à faire plus de l'investissement européen sur DEGIRO, avec cette idée de le faire à dividende, parce que chez DEGIRO, ça te met à disponibilité une petite marge de crédit qui est utilisable éventuellement un jour où j'en aurai besoin. Et chez IBKR, on peut faire de l'achat fractionné au besoin. Du coup, les deux se complètent bien. Et je fais de l'achat essentiellement S&P nord-américain chez IBKR. Mais je me suis fait un peu avoir parce qu'au départ, je pensais que c'est bon, j'allais avoir accès à la bourse de Toronto, New York et tout. Mais en fait, en tant que résident européen, on achète tout sur TradeGate quasiment. Oui. Et c'est un peu comme Trade Republic. Mais ils ont des meilleurs volumes, quoi. Ouais. Donc, et pourquoi tu prends pas le PEA? Qu'est-ce qui te dérange? Le PEA, déjà c'est la gamme de produits. J'essaie d'aller surtout dans du physique, de l'ETF physique. Ouais. Donc ce qui est quasiment pas possible que sur le CAC 40 ou européen. Ouais. Donc ce que j'ai fait pour PEA. Donc éventuellement quelques entreprises que j'aime bien comme Total et Schneider qui est pas français. Hein. Schneider c'est allemand? Non, c'est français. C'est français. Je me suis acheté un keyring par accident. Il remonte doucement là, mais je le remets. Ça a été un peu un faux mot aussi, le keyring, mais finalement c'est pas une société que j'aime tant que ça. C'est du luxe, ouais. Je serais plus LVMH là si je devais acheter. Et puis voilà, mais ouais, des titres comme Total, c'est des titres que j'aime bien, mais encore là, c'est quand j'achetais des actions au début. Maintenant, je fais que de l'ETF. Donc là, chez eux, j'ai pris exceptionnellement un compte, un ETF Monde, donc synthétique, que j'ai alimenté ces derniers mois plutôt que le reste. Et t'as l'avantage fiscal quand même sur le PEA. Oui, c'est ça. Mais voilà, la gamme de produits est moins importante. Et en plus, là, chez Bourse Direct, que j'avais choisi parce que les frais sont assez compétitifs, sont très bas. Là, j'ai envie de migrer parce que j'ai juste voulu changer mon adresse email. C'était le drame. Et pour changer son adresse email, il faut envoyer un courrier. Oh là là. Donc, je t'ai entendu parler de tes investissements immobiliers et des convocations qui se font à l'écrit. T'étais étonné, mais là, ça m'a un peu dégoûté. Et juste ça, je pense que je vais migrer mon PEA. Bonjour, Bourse Direct. Voilà. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. L'épargne de sécurité est régulièrement sollicitée pour les dépenses lourdes, non budgétées. Donc aujourd'hui, l'épargne de sécurité. Donc j'essayais de la tenir autour de 5-6 000. Voilà, là, il y avait... Mais là, particulièrement depuis un an et demi, elle a été très fortement sollicitée. T'as du fonds en euros quand même. T'as 1000 euros sur le fonds en euros. Sur ton assurance vie. De temps en temps, ils font de l'arbitrage et ils mettent ça effectivement dans le fonds. Donc aujourd'hui, elle est entamée. Donc là, aujourd'hui, tu vas prendre l'indemnité. Tu sais déjà comment tu vas l'investir? Si je modifie absolument rien à mon niveau de vie, il y a 0 investissement. Donc ça veut dire que là, l'indemnité de départ, la rupture conventionnelle, ça vient remplacer mon DCA mensuel. Donc là, la question qui se pose, c'est lump sum ou pas lump sum. Donc investissement en une fois ou investissement en plusieurs fois. Exactement. Donc ça, j'ai cette question-là qui va se poser. Et oui, donc là, c'est l'indemnité approximative. Là. Et là, c'était des simulations sur la retraite, parce qu'au Canada, je pourrais l'activer tout de suite avec des décotes. Et comme je contribue plus depuis 2015, donc je pourrais demander. Tu pourrais demander là, t'aurais quoi? T'aurais à peu près $500 canadiens. Ouais, si je le fais maintenant, j'aurais $413 canadiens, ce qui veut dire à peu près 3,50 €. Et si je le fais dans 5 ans, j'ai $150 de plus, à peu près. L'euro-dollar canadien. Qui viendra s'ajouter à la retraite française. Ça ferait 300 €, quelque chose comme ça. Quoi. La France, pareil, j'ai une décote selon que je la demande le plus tard possible. Selon tes trimestres. Donc je vais avoir quelque chose entre 1500 et 2000
de retraite. Ça va être light. Ce qui, une fois mon appartement payé, ce qui est amplement suffisant pour moi. Pour vivre, mais bon, comme l'appartement il n'est pas encore payé, c'est pour ça que je vais continuer à générer des revenus. Parce qu'il te reste combien d'emprunts sur... Il me reste 10 ans. Là. 10 ans, ok. 10 ans, on voit que en 2036, ça sera bon. Et tu payes 940 € de mensualité, donc c'est quand même pas anodin, quoi. Ok, donc là, tu vas avoir à peu près 2000 € de retraite. Et du coup, on va prendre les questions dans l'ordre. Comment construire et maintenir une allocation robuste quand son futur financier est incertain, revenu fluctuant, transition professionnelle, possible, entrepreneur. Là, c'est vrai que tu as un peu le triptyque de... Ouais, j'ai pas le profil du gars qui cherche à optimiser sa retraite. À la limite, la retraite, je me dis, je travaillerai le plus tard possible. Et oui, si je peux, tant mieux. Tu as un métier aussi où tu peux faire quelques heures de conseil. Voilà. Et puis s'il y a de la demande pour de l'informatique, je pense que tu pourras facilement générer toujours des revenus complémentaires. Mais donc du coup, avant de te répondre, on va regarder quand même dans le détail. Donc tu as ton appartement, tu nous en parlais tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs là on retrouve aussi tes SCPI que tu as dans ton assurance vie. Qui peut alimenter d'ailleurs. Ça, ils m'ont fait ça au début et ils ont arrêté assez rapidement. Okay. Et donc sur cet appartement, tu vis. Ça, t'as pas prévu de le revendre? Tu vas le garder? Non, sauf obligation, mais pour l'instant c'est vraiment ma RP. Pour l'instant, t'as pas prévu de bouger. Sur la partie boursière, c'est vrai que moi je m'interroge. Tu l'as dit, si tu fais du stock picking, par exemple ici sur IBKR, eh bien il faut suivre. Ça c'est chronophage, t'as beaucoup de lignes et en plus tu subis là quand même la fiscalité puisque si Mastercard verse un dividende, tu payes en fait la flat tax, tu ne la choisis pas, tu la payes et tu la subis à chaque fois. En plus, t'as des prélèvements à la source, t'as des boîtes étrangères, etc. Enfin, c'est pas évident. Il y a peut-être une simplification à opérer et surtout ton PEA est très loin du plafond quand même. Oui. Donc en réalité, tu vois, tu pourrais arbitrer beaucoup de choses là vers le PEA et ça te permettrait de réduire le frottement fiscal et du coup de profiter plus vite des intérêts composés parce que tu peux quand même toucher des dividendes à l'intérieur de ton PEA, sauf que tu payes pas d'impôts. Mathématiquement, je comprends tout l'argumentaire qui vise à décourager d'investir à dividende. Ça, il n'y a pas de souci, vraiment, je le comprends. J'ai calculé moi-même. Il y a deux choses qui font que j'en doute, c'est le fait de faire un portefeuille de croissance et de se dire à 70, 75 ans, je vais commencer à gérer mes trucs pour commencer à revendre. Et là, je me dis, je sais pas quel cerveau j'aurai à 75 ans et si je peux avoir un truc encore plus simple. À 80 balais, si tu as de l'arthrose et zéro envie de vendre tes parts. Ce qui est sûr, c'est que la fiscalité, elle est plutôt dans une tendance haussière en France. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour l'instant, le PEA n'a pas été touché. Par contre, la flat tax a été remise en question. Alors là, il faudra voir ce qui est passé à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, on crée un nouvel impôt qui s'appelle la CFA. Voilà, donc félicitations, tu vas payer un nouvel impôt. Et donc le taux effectif sur les plus-values va passer à 31,6% de mémoire. Donc on était à 30, on est à 31,6%. C'est pas grand chose, mais en fait 1,6 points, et la prochaine fois ça sera encore 1,6 points, ça va aller très vite en fait, et puis tu as d'autres impôts en parallèle, tu gagnes plus. Donc je pense que ce qui est sûr, c'est qu'en compte titre, tu es en première ligne, tu fais sanctionner à chaque fois que tu fais une vente et à chaque fois que tu touches un dividende. Ça, c'est quand même un vrai sujet. D'ailleurs, un sujet intéressant aussi, je le cite comme ça, même si c'est vrai que tu n'en as pas parlé. Tu as une date assez précise de. Tu as dit, je crois que 75 ans, tu disais la retraite. J'ai dit à la blague, une retraite précoce à 75 ans. Exactement. Mais si on dit que tu veux prendre, tu veux lever le pied dans 10 ans, tu pourrais aussi décider d'acheter des SCPI en nue propriété. Tu aurais la propriété, mais tu ne toucherais pas les revenus pendant un certain nombre d'années. Et du coup, en fait, ça te permettrait de payer la SCPI moins cher. Ok. Donc, c'est un produit dont j'ai déjà entendu parler, mais que je ne connais pas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une décote sur le prix d'achat de la part. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, la pleine propriété, c'est l'usufruit plus la nue propriété. Et donc toi, ce qui va se passer, c'est que tu es nu propriétaire, tu vas avoir la nue propriété, donc tu vas être propriétaire de la part, mais tu ne vas pas toucher de revenus pendant 1 à 10 ans. Ouais, c'est ça. Et vu que tu ne touches pas de revenus, tu as payé moins cher. Donc au lieu de payer, on va dire 100 € la part, tu vas la payer 80 €. Plus c'est long, moins tu vas payer. Et à la fin, on va reconstituer la pleine propriété, donc on va te rendre l'usufruit. Et donc à ce moment-là, tu vas commencer à toucher des revenus. Et donc forcément, tu auras payé moins, donc tu auras acheté plus de parts, et donc tu auras plus de revenus. Par contre, le problème de ça, c'est des revenus fonciers, puisque c'est de l'immobilier, donc tu es quand même assez taxé sur cette histoire. Après, il y aura aussi la variable que à 75 ans ou 110 ans ou 80, je ne sais pas si je serai en France. Ça aussi, je ne sais pas quel sera mon pays de résidence et où je paierai des impôts. Enfin, il faut quelque part faire des plans pour ce qui est certain. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, avoir un complément de revenu plus tard, ça c'est quelque chose qui t'intéresse. Ce qui est certain aussi, c'est que les impôts vont plutôt augmenter, a priori ils vont pas baisser en France, et a priori tu es quand même plutôt bien parti pour rester en France. Pour l'instant en tout cas là, pour les prochaines 5 à 10 ans je pense. Voilà, 5 à 10 ans. Donc moi je pense qu'il y a une grosse harmonisation à faire, et j'ai quand même l'impression que cette assurance
vie-là, elle est très chargée en frais, très vers des ETF. Les comptes titres rentrent, on a envie de faire du stock picking, mais à la limite, garde-en qu'un, fais que du stock picking dessus. Encore une fois, le stock picking, c'est ce que je faisais jusqu'à il y a 2 ans. Là, je fais que de l'ETF. L'idée de garder de Giro, c'était pour la marge de crédit, la réserve de crédit, et IBKR parce qu'il y a de l'achat fractionné. Tu peux aussi le faire sur Trade Republic. Tu peux pas le faire dans un PEA, mais ça va probablement changer un de ces 4. Après, tu regardes la part, par exemple, du MSCI World ou même du Nasdaq ici dans ton PEA, il est très peu cher. Mais tu as raison, c'est pas un ETF physique, c'est un ETF synthétique. Et c'est des choses que j'avais achetées vraiment au tout début quand j'ai ouvert. J'achetais un peu à la one again, comme vous diriez. D'ailleurs, on a regardé les autres actifs aujourd'hui. Premier FOMO, la montre. Voilà. Bon, t'as fait une plus-value, c'est bien. Apparemment, oui. Je cherche pas à la vendre, mais là, c'était un bon exemple de FOMO. C'est que j'étais client au bon marché. Ouais. J'étais allé les voir à une époque pour voir cette montre et tout, et ils m'ont mis sur une liste d'attente. C'était il y a longtemps, il y a 10 ans. Ouais. Et j'avais complètement oublié que j'étais sur la liste d'attente. Ouais. Et quand ils m'ont rappelé, très longtemps après, 6 mois après, ils m'ont dit on en a une. Et là, j'ai eu un vrai FOMO. J'ai dit purée, il faut que j'y aille. Et tout. Et donc, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est FOMO et achat à crédit. Donc, donc je l'ai acheté à crédit. Et donc, j'ai dû remettre 1 an ou 2 pour la payer derrière. Mais ça a été mon premier investissement. Et donc, je l'ai toujours. Je le garde précieusement pour me rappeler de ne pas faire ce genre de conneries. C'est un bon exemple. C'est une super montre, on est content, mais voilà. Crypto, tu en as fait pas mal aussi. Limite juste un petit peu avant les montres. 2017, 2018 par là. J'ai commencé sur eToro à faire des trucs et puis j'en suis sorti assez rapidement. Et là, je mettais en ledger. J'en avais pas racheté. Jusqu'à dernièrement, je me suis intéressé à GoMining qui me plaît bien comme concept. Donc là, je teste GoMining pour augmenter tout doucement. Là. Mais j'étais à un moment, j'avais 50 au tout début, il y a 4-5 ans, j'avais 50% de crypto et 50% de montres. Et 0% de cash. Là, c'était chaud. Compte bancaire, tiens, Sumeria. Qui est mon produit phare, Sumeria, parce qu'il y a les enveloppes. Et là, c'est fantastique. Ça me permet de faire les enveloppes de budget. Ouais, tout est mensualisé, tout part là-dedans avec des enveloppes fixes. Ils le font gratuitement, en fait. C'est même pas sur la partie payante de Sumeria. Donc, tout le monde, c'est vraiment le meilleur outil d'enveloppe que j'ai trouvé. Quoi. Et je le faisais sur Revolut et tout, mais pour Revolut, il fallait avoir l'abonnement. Alors que chez Sumeria, c'est en natif. Donc, Et tu as investi dans Finari ? Exactement, ouais. Il y a un moment. C'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans ? Ouais, c'était en 2022, de mémoire. J'étais très content de réussir le coup. Et franchement, si j'avais pu à l'époque, j'aurais mis plus. Mais est-ce que c'est aussi bien de mettre une somme raisonnable Moi, je préfère que ce soit symbolique et que voilà, on ira le plus loin possible. Mais en tout cas, par rapport à tes questions, comment construire une allocation robuste ? Je pense que tu as quand même une partie des outils en main. L'immobilier, on n'y touche pas de toute façon. La SCPI, t'as pas l'air de vouloir en faire plus. Bon, il y a la nue propriété. Est-ce que tu viens de ce dont tu viens de me parler ? Ça, faudrait regarder, mais à définir. Sur les actions et les fonds, bon là ici, il faut aller arbitrer parce qu'il y a trop de frais. Faut mettre les ETF. Ici, je pense qu'il faut harmoniser parce que même d'un point de vue cognitif, il y a quand même beaucoup de comptes, tu vois. Il y a peut-être une simplification à faire. Peut-être que ceux-là, tu peux les. Tu vois, là, tu es en moins-value. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais prendre ta moins-value ici, donc tout vendre. C'est trade, ouais. C'est étonnant qu'ils soient en moins-value comme ça. Tu pourrais prendre ta moins-value et derrière, ce que tu pourrais faire, c'est la reporter plus tard. Donc en fait, la moins-value va être reportable. Alors de mémoire, c'est pendant 5 ans à revérifier. Et ça veut dire que tu pourras l'imputer sur d'autres plus-values. Donc par exemple, là, tu as 1600 pour réduire les impôts ailleurs, c'est exactement. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Là, on va dire que tu vends tout ce que tu as sur IBKR, tu as 1100 euros de plus-value. Tu vends tout ce que tu as ici, tu as 1600 euros de moins-value. Et en fait, au total, ça s'annule carrément parce qu'en fait, tu auras encore 500 euros de moins-value, donc tu paieras 0 impôt. Et tu auras 500 euros, tu pourras réutiliser plus. Donc ça, c'est quelque chose, si vous faites des ventes avec des pertes, vous pouvez imputer ces pertes sur vos gains. Heureux, hein, vous avez quand même, ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. J'ai jamais réfléchi à ça. Ouais, ça, tu peux le faire et tu pourrais typiquement solder les comptes en perte. Tu peux aussi le faire au niveau de la position. Hein. Si la position est perdante, tu peux la solder et donc prendre ta perte. Je pense que ça, il y a un vrai sujet ici. Et moi, c'est vrai que je favoriserais le PEA parce que c'est quand même intéressant, puisque ça te permettrait. Alors, t'as pas d'avantage de transmission qui était un sujet important, c'est pour ça que l'assurance vie est plus pertinente, mais t'as quand même le sujet de la fiscalité réduite. Le gros problème que j'ai avec le PEA, c'est le manque de choix. C'est le manque de choix. Après, le manque de choix, il est aussi tout relatif, puisque t'as quand même tous les ETF synthétiques, donc, mais je comprends ton point. C'est un biais, cette volonté de voir du physique. D'ailleurs, on s'est demandé combien il faudrait à peu près pour avoir une retraite à peu près similaire, plus en réalité, mais tu vois, pour avoir 500 euros de revenus mensuels avec des actions à dividendes, donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait que tu touches le dividende, enfin, c'est le. Que j'encaisse. Ouais, voilà, que vraiment ça soit du versement de dividendes. Hein. Il faudrait quand même avoir 214 000 euros. Puis il y a de la fiscalité, donc c'est très conséquent. C'est vraiment des capitaux énormes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des optimisations possibles.
possible. Moi, j'ai quand même l'impression que si tu veux quelque chose qui est simple, un peu en pilote automatique, bah, tu peux prendre des actions. Par contre, il va falloir suivre. Oui. Ça, je pense que c'est cool. Ça, je le reprendrai peut-être dans quelques années. Là, si j'ai un peu plus de temps et d'envie, je le ferai avec plaisir. Et du coup, peut-être là, éviter des histoires d'imputation des moins-values sur les plus-values, ça pourrait être intéressant. Optimiser l'assurance vie, favoriser le PEA, regarder du côté de la nue propriété si c'est intéressant, pas toucher à la Rolex, a priori, celle-là, elle est très bien. Et reconstituer aussi ton matelas de sécurité, c'est vrai qu'il est... oui, là, il va être... aujourd'hui, il est un peu... Ouais. Généralement, ce que je recommande, c'est 3 mois si on est très prêt à prendre du risque, mais là, tu es en transition entre 2 jobs, etc. Tu réfléchis à lancer ton activité. Moi, je pense que 12 mois, c'est pas déconnant, hein. Faut mieux voir venir. Voilà, Daryl, je pense qu'il y a plein de choses. On regarde ta note. Où est-ce que tu perds des points? Elle est quand même pas mal, la note 79 sur 100. Il y a 0 pour le matelas. Donc, il y a le matelas qui est un peu... il est fin, c'est un futon. Hein, ça dort pas par terre, mais pas loin. Il y a le PEA qui n'est pas utilisé en priorité, ça on en a parlé. Il y a des ETF qui font un peu la même chose. Les frais au plancher, ça, bah voilà. Je pense qu'il faut aller regarder ça avec grande attention parce que les frais, c'est de la performance perdue pour toujours. Et puis derrière, quand même beaucoup de choses qui sont cochées. Mais tu perds des points sur le matelas de sécurité vu que le matelas, c'est vraiment le socle avant l'investissement. C'est ce qui explique la note. Mais si tu règles l'histoire du matelas, tu vas avoir une excellente note. Magnifique. Merci Daryl. Bah écoute, merci à toi. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, eh bien vous postulez, le lien est dans la description et vous pourrez prendre la place de Daryl qui nous vient tout droit du Canada. Ça fait longtemps qu'il est là, mais il nous a partagé pas mal de choses. Je vous laisse postuler, je vous laisse commenter si vous avez des remarques et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao.